La conférence que je vous propose maintenant est animée par Frank Schneider. Donc lui, en fait, il est plus utile de le présenter. Il est connu sur tous les terrains de foot. Et ce qui va être intéressant en fait dans cette conférence, c'est comment il amène cette réflexion de cette complexité de l'arbitre sur le terrain avec la complexité d'être dirigeant. Ça, c'est les clés qu'il vous apportait, mais ce qui en fait est intéressant, et je vous invite en fait à le suivre comme ça, c'est son côté très cartésien, très pragmatique pour que vous repartez avec un vrai résultat. Bel exercice avec Franck. Il est 20h56. Nous sortons du vestiaire avec mon équipe arbitrale. Ce soir, on est à Lyon, au Stade des Lumières. On voit les joueurs qui sont alignés dans le couloir. Il fait froid, il pleut. Devant nous est affiché l'énorme logo du club local, l'Olympique Lyonnais. Dehors, on entend les chants des supporters qui attendent avec impatience l'entrée des artistes. Les caméras nous filment, tout le monde est impatient. Je vérifie si j'ai tout mon matériel, ma montre, mes cartons, la bombe, le sifflet. Ce soir, je vais arbitrer un match. Ce soir, je vais arbitrer le derby. Pas n'importe quel match. Il s'agit de la suprématie régionale, de la suprématie nationale. Je vais prendre environ 245 décisions. Sur ces 245 décisions, 45 vont concerner des ballons sortis ou non du terrain. Pour les initiés, 6 mètres, corner, touche, facile. 245 décisions, ça veut dire une décision toutes les 22 secondes. Il en reste encore 200. Sur les 200 décisions, 35 seulement vont être formalisées par un coup de sifflet. Ça veut dire qu'il reste 165 décisions non visibles. Un arbitre, comme un dirigeant, prend une grande majorité de décisions non visibles qui impactent son organisation, ou pour un arbitre, qui impactent le sort de la rencontre. Les arbitres, comme les dirigeants, nous subissons énormément de pression. Tout d'abord, la concurrence. Nous sommes 22 arbitres en Ligue 1. Chaque décision va impacter sur notre classement final à l'issue de la saison. Les meilleurs se maintiennent ou deviennent internationaux, les moins bons descendent en Ligue 2. Si je descends en Ligue 2, je perds 40% de ma rémunération en moins de 15 jours. À moi de prendre les meilleures décisions et de me maintenir, comme votre organisation sur son marché. Il y a ensuite les nouveaux entrants. Ce sont ces petits jeunes qui viennent sur nos matchs, qui nous font quatrième. Quatrième, c'est celui qui est au bord du terrain. Qui ont qu'une seule envie, c'est de prendre notre place. Quand ils nous voient arbitrer, ils disent franchement qu'ils ont le niveau. Je l'ai pensé et je suis peut-être bien d'accord avec eux. Ces nouveaux entrants, ce sont ces managers dans vos organisations, qui ne rêvent qu'une seule chose aussi, c'est de prendre votre place. Ou alors ces nouveaux entrants, ce sont les startups qui arrivent sur votre marché. C'est là tout le dilemme, c'est comment collaborer avec eux pour faire face à ces défis et pour autant garder notre place. Il y a ensuite les produits de substitution. La vidéo dans l'arbitrage. Dans un premier temps, je l'ai perçue comme une atteinte à mon autorité, une atteinte à mon expertise. Ah mince, la première fois que j'ai été rappelé pour corriger une décision à la vidéo, ça a touché à mon orgueil. Mais après coup, c'est comme un ERP dans une entreprise. C'est là pour nous permettre de nous focaliser sur notre vraie valeur ajoutée, notre leadership. Donc la vidéo, aujourd'hui, je la vois comme une aide. Pour moi, c'est un outil qui va nous aider à remplir notre mission de la meilleure des manières. Il y a enfin les deux pouvoirs de négociation les plus forts. J'en souris parce que la première fois que j'ai été confronté à eux, je ne savais pas où me placer. Lors du premier stage avec le nouveau directeur de la Ligue, on a eu une discussion en off avec lui. Il me dit « Franck, tu es un très bon arbitre, tu cibles 26,5 fautes par match, 4,1 cartons jaunes. Mais tu comprends, je suis en train de négocier les droits télé et pour moi c'est trop. Il faut faire plus vivre le jeu, moins mettre de cartons pour que la valeur du championnat soit plus forte. Donc je compte sur toi. » Je pense avoir compris le message. Mais lors du premier match, à l'issue de ce stage, j'ai rencontré le président du club local qui m'accueille. C'est un club européen et il me dit « Monsieur Schneider, vous sifflez 26,5 fautes par match, 4,1 cartons jaunes. C'est pas assez. »
Nos joueurs sont des joueurs vedettes, on en a besoin en Coupe d'Europe et on a besoin que vous les protégiez. Je ne savais plus où me placer. Comment j'allais décider, parmi les 165 fautes ou parmi les 200 fautes, lesquelles j'allais siffler et lesquelles j'allais laisser passer. Pendant cette conférence, je vais vous partager des clés arbitrales pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement préserver et renforcer votre leadership dans ce monde VUCA. Dans ce monde où tout est volatile, incertain, complexe et ambigu. L'arbitre, comme le dirigeant, doit prendre des décisions avec beaucoup d'incertitudes dans une majorité des cas. Je vais vous partager 3 clés arbitrales. La première, c'est qu'est-ce qui me guide dans ce milieu. La deuxième, c'est comment je vais évoluer dans ce milieu VUCA ou dans ce milieu arbitral. Et enfin, la troisième, ça va être justement les différentes clés ou les différentes postures que j'utilise pour avancer. La première clé, c'est la raison d'être. À quoi je sers? Mais un arbitre, au fait, pourquoi il est là? Ma raison d'être, je l'ai travaillée et partagée avec mon équipe arbitrale. C'est un mal nécessaire. C'est peut-être pas très vendeur, mais c'est vraiment utile pour nous. Mal nécessaire, ça veut dire que si les joueurs pouvaient s'auto-gérer, on ne serait pas là. Comme vos collaborateurs, s'ils pouvaient s'auto-gérer, vous ne seriez peut-être pas là. Mais un mal nécessaire, ça veut aussi dire que quand on est là, même si c'est indispensable, on est plutôt contesté, pas très apprécié. Mais ça nous permet d'avancer. Au moins, on sait pourquoi on est là et qu'est-ce qui nous guide dans notre fonction. Il est intéressant de savoir si cette raison d'être, elle est partagée au sein de notre équipe, comme dans une organisation. Est-ce que votre raison d'être d'un comité de direction est la même que la raison d'être de votre société? Est-ce que cette raison d'être est partagée et connue de tous? Et puis surtout, est-ce que cette raison d'être est dans la séquence qu'on vit avec ce monde VUCA? Est-ce qu'elle est adaptée à la situation? Une raison d'être d'un CODIR en temps de crise n'est pas la même que la raison d'être d'un CODIR en temps de fonctionnement normal. Donc pour l'arbitrage, ma raison d'être, c'est un mal nécessaire. Ça me permet d'avancer. Maintenant, c'est comment je vais avancer. Le comment, c'est ma griffe. La griffe, c'est l'empreinte que je vais laisser sur une rencontre. La griffe, c'est ce que les gens retiendront de moi après un match, après une saison ou après ma carrière. La griffe, c'est ce que les collaborateurs penseront de vous après la gestion de cette crise. Qu'est-ce qu'ils retiendront? Quelle image ils auront de vous? Ma griffe, solide et juste. Solide, ça veut dire que quels que soient les événements, je vais avancer. Émotionnellement, je vais être stable. On pourra s'appuyer sur moi pour justement emmener le navire à bon port, pour faire en sorte que le match se termine dans les meilleures conditions. Juste, ça veut dire qu'une situation va amener une décision, et si possible juste. Il m'arrive de me tromper, mais en tout cas, je fais tout pour qu'elle soit juste. Juste, ça veut dire que quel que soit le joueur, quelle que soit l'équipe, je prendrai cette décision. Et cette griffe va m'aider, parce que justement, les équipes, les clubs sauront qu'ils peuvent compter sur moi, que dans cette situation, je prendrai cette décision. Et si je rebondis sur le solide, solide, ça veut dire que si je me trompe, je vais quand même continuer à avancer. Je vais garder cette posture et je vais inspirer confiance pour avancer. La griffe du dirigeant va souvent imprégner les valeurs de l'entreprise ou les valeurs de son comité de direction. Ces valeurs sont immuables et permettent à chacun d'avancer. Ces valeurs sont-elles partagées au sein du CODIR? Nous les avons partagées au sein de notre équipe arbitrale. Il est intéressant de les partager, de les communiquer et de les faire vivre. Nous allons voir maintenant les outils que nous utilisons avec notre équipe arbitrale pour faire vivre cette raison d'être et pour illustrer cette griffe et nos valeurs. Le premier outil, c'est l'écoute. L'écoute sur 2 aspects. Tout d'abord, s'écouter et ensuite écouter l'environnement. S'écouter, ça veut dire déjà écouter ses émotions, écouter ce qu'on ressent. Dans mon style comportemental, je connais les forces de ce style. J'aime les défis, j'aime les challenges, j'aime avancer. Mais je connais aussi les démons et j'ai appris à les maîtriser. Ce fut long, ce fut douloureux,
mais j'ai appris. Donc maintenant, en situation de crise, je me pose, j'écoute ce démon, je l'apprivoise. J'ai aussi appris à écouter et à connaître les profils de mon équipe, comme dans un comité de direction. Sur qui je vais m'appuyer en gestion de crise? Sur qui je vais m'appuyer quand il y aura une décision difficile à prendre? Sur quel assistant je vais pouvoir compter quand il va s'agir de remobiliser l'équipe? Nous avons fait ce travail d'écoute et ce travail sur nos profils et nos émotions. Il y a ensuite écouter l'environnement et les signaux faibles. Ça me rappelle un match dont j'ai discuté avec l'arbitre lors d'une sortie internationale. C'était le match France-Irlande en 2009. Rappelez-vous du contexte pour ceux qui ont suivi. C'est le but qui est marqué suite à une main de Thierry Henry. L'arbitre à ce moment-là était dans le top 5 mondial, promis à une grande carrière. Quand il y a eu cet événement du but marqué, tous les Irlandais sont venus et ont contesté la décision, lui ont demandé d'annuler le but. Il s'est dit qu'il maîtrisait, lui, les process. Il avait de l'expérience, il avait fait déjà différentes situations, il les avait vécues, maîtrisées, pas de souci. Donc il allait voir son assistant, il a demandé si le but a été marqué de la main. Erreur. C'est pas le but qui était marqué de la main. C'est le passeur qui avait fait main. Écouter les signaux faibles, c'est poser les bonnes questions et c'est être en attitude d'écoute. Avec mon équipe, ce que nous avons partagé, c'est justement ce process. Poser des questions ouvertes, écouter et avancer de manière méthodique, chronologique. Le ballon a été botté, tel joueur l'a touché, c'est arrivé à tel endroit et le but a été marqué. Oui, poser des questions ouvertes, écouter, c'est simple. En temps de crise, dans une zone d'inconfort, avec les médias, les caméras, les joueurs qui vous contestent, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous avons dû le travailler. Après l'écoute, nous avons également appris à réfléchir. Soit j'ai appris à réfléchir tout seul, soit en équipe. Parce qu'il y a des matchs où j'ai déjà toutes les informations et je n'ai pas besoin de réfléchir en équipe. Comme vous dans un CODIR, il y a des situations qui sont claires. Vous êtes tout seul, vous avez tout ce qu'il faut pour réfléchir. Moi, c'est pareil sur le terrain. Je me rappelle d'une situation, c'était Lyon-Angers, tout début de match. Un duel se passe, 2 joueurs se touchent, je n'ai même pas envie de siffler faute parce que pour moi, il n'y a rien. Puis j'entends le cri du joueur, qui a mal. Le problème, c'est que je ne sais pas quel joueur. Les 2 joueurs sont au sol, les 2 joueurs se tiennent la jambe. Donc réfléchir, c'est avant tout imaginer ces scénarios. C'est comment je vais me donner les moyens de réfléchir quand je suis en temps de crise. Ce qu'on appelle les moments de vérité. Et j'avais imaginé ce moment de vérité, ce moment qui est impactant dans la gestion de la rencontre. C'est-à-dire devoir prendre une décision alors qu'on n'a rien vu, on n'a rien perçu, et pour autant on va être obligé d'orienter la rencontre dans un certain sens. Les 2 joueurs sont au sol, les 2 joueurs crient, je n'ai aucune info donc je les cherche. Et avant de me positionner sur la faute, j'appelle les soins. Un joueur vient me voir, c'était Valbuena à l'époque, il me dit « Monsieur l'arbitre, c'est pour qui le coup franc ?» Je n'avais toujours pas d'infos. Donc j'ai dit « Écoutez, la priorité, c'est déjà de gérer les joueurs au sol. On verra après. » Avec un peu de chance, un joueur se lève avant l'autre. Donc je me doute bien que c'est lui qui a fait la faute sur l'autre. Donc Valbuena revient, il me dit « Monsieur l'arbitre, mais c'est pour qui le coup franc ?» Alors je dis « C'est pour vous, bien évidemment. » Donc déjà, j'arrive à avancer d'un cran. Et ensuite, je cherche les informations. Je réfléchis toujours pour savoir quelle décision je vais prendre. Je fais descendre la chaussette du joueur au sol et je vois l'impact sur le tibia. Je sais que je vais prendre une décision forte. Mais je me suis donné le temps de réfléchir par ce moment de vérité qui était de la gestion de crise. Comment j'arrive à gagner du temps? En l'occurrence, j'ai appelé les secours. J'ai appelé le médecin. J'ai géré les joueurs à part et ça m'a permis de chercher d'autres indices. Comme vous en entreprise, comment vous allez chercher les bonnes informations supplémentaires pour pouvoir prendre la bonne décision? Ça fait partie de ce mode de réflexion tout seul. Après, comment on réfléchit en équipe? En équipe, c'est un autre match. Il y a une situation, main, pas main, but, pas but, ballon rentré, pas rentré, hors-jeu, pas hors-jeu. Le seul doute que moi j'ai, c'est s'il y a main ou pas main. Et le moment, on l'avait préparé avec mon assistant. Parce qu'on sait que c'est un moment qui peut être important pour gagner du temps dans un match et prendre la bonne décision. Donc on s'était dit qu'en gestion de crise, on se rapproche l'un de l'autre, même si on peut communiquer à distance, mais on se rapproche l'un de l'autre et on s'achète du temps et on s'achète un moyen de réfléchir ensemble. Et j'y vais et je lui dis « Bon, Djemel,
Moi, l'information qu'il me faut, c'est est-ce qu'il y a main ou pas main. Et lui, il me dit, ça tombe bien, moi, l'info qu'il me faut, c'est est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Bon, je ne savais pas s'il y avait hors-jeu, lui, il ne savait pas s'il y avait main. J'ai dit, écoute, vu que toi, tu ne sais pas et que moi, je ne sais pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider le but. Et on a validé le but. On a eu de la chance, c'était la bonne décision. Mais ce process de crise nous a au moins permis de partager nos points de vue, de faire en sorte que même mon assistant est un leader collaboratif sur cette situation. Ça nous a permis d'avancer. On a écouté, on a réfléchi, ensemble ou tout seul. Maintenant, il va falloir décider. Et ça, c'est la troisième clé que j'aimerais vous partager. Nous avons travaillé avec l'équipe un process de prise de décision. Il existe un process de décision classique, en fonction de l'implication de l'équipe, de la difficulté technique. Je me suis amusé à modéliser ça dans l'arbitrage, en fonction de qui détient l'information, qui l'a vue, et quel est le responsable de cette décision. Comme vous en entreprise, celui qui est sur site, celui qui est à distance, celui dont ça dépend, le DRH pour les affaires sociales, et le dirigeant pour toutes les autres affaires stratégiques. Et dans l'arbitrage, ça donne, pour faire simple, un assistant est responsable du hors-jeu. S'il a vu la situation de hors-jeu, il lève le drapeau, ça m'oblige à siffler. Simple. Mais il existe des cas plus complexes. Ce qui concerne les pénaltys et les cartons rouges, c'est de ma responsabilité. Malheureusement, dans un match, comme dans un monde VUCA, il peut se passer des choses dans mon dos. Et c'est déjà arrivé très régulièrement. Je n'avais aucune information. Mon assistant, lui, à l'autre bout du terrain, il avait tout vu. Mais c'est de ma responsabilité. Donc dans ce cas, j'ai décidé de le laisser décider. Et j'ai décidé d'assumer sa décision, vu que c'est ma décision. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a permis d'avoir les éléments qui me manquaient pour aller plus loin. Ça a été parfois compliqué, parce que quand vous êtes en plein doute, dans un match sous tension, que les caméras sont sur vous, qu'il s'est passé quelque chose dans le dos que tout le monde a vu, sauf vous, comment pouvoir assumer cette décision-là ? Grâce à ce process de prise de décision, je me sens plus costaud. Ma griffe solide et juste continue d'imprimer la rencontre, grâce à notre travail en équipe et à ce process de décision. Alors ce process, c'est tout simplement un exercice où j'ai conscientisé des pratiques qui sont bien souvent intuitives. C'est vraiment efficace dans un monde VUCA. On a écouté, on a réfléchi, on a décidé. Comment on va faire maintenant pour garder tout le monde mobilisé ? Comment je vais faire pour garder mon assistant avec moi, alors même que je viens de lui faire descendre son drapeau et je n'ai pas suivi la décision qu'il voulait que je suive ? Tout le stade est en train de le huer. Ça nous est arrivé. Il s'agit de l'enjeu émotionnel. Et tout l'enjeu est de lui dire « oui, tu comptes pour moi, tu es important pour moi. Par contre, je ne vais pas suivre ton acte ou ta décision. » C'est le oui à la personne, mais le non à l'acte. C'est ce qui fait que l'arbitre, il connaît notre raison d'être, il connaît ma griffe, il sait comment on décide. Si je ne le suis pas, c'est pas grave, il reste mobilisé pour la situation d'après. Je ne l'ai pas suivi sur la faute, mais lui, il sait que la prochaine situation de hors-jeu, il sera là. Et heureusement qu'il est là, parce que je sais que c'est un expert dans le domaine. Le oui à la personne, le non à l'acte. Ça, c'est pour mon équipe, comme vous dans un CODIR. Mais il y a d'autres parties prenantes. Ça me rappelle l'histoire avec Cavani. Un match au Parc des Princes, un samedi après-midi. Tout va bien, la fête est attendue, ils doivent normalement gagner, marquer des buts. Et rappelez-vous, réfléchir, c'est aussi préparer ce qui peut se passer. Je savais que Cavani était à 99 buts. Pendant ce match-là, il a marqué le 100e but. Un but marqué, si le joueur enlève son maillot, équivaut à un carton jaune. Comment j'allais gérer cette situation ? Le stade est en ébullition, les spectateurs sont contents, les médias aussi, les partenaires font la fête avec lui et lui enlèvent son maillot, le jettent dans la tribune. J'avais préparé ce moment avec mon équipe. Donc plutôt que de le suivre derrière le but, je me suis dirigé vers les bancs de touche, à 50 mètres de lui. Et je l'ai attendu. Je l'ai attendu avec le sourire, parce que je savais comment j'allais gérer la situation. Je lui ai tendu la main dès qu'il est revenu, qu'il a mis son maillot, et quand il a vu ma main tendue, il l'a serrée. On s'est fait tous les deux un sourire. Ça voulait dire bravo pour votre valeur, bravo pour votre but, bravo pour tout ce que vous avez fait. Et derrière, je lui ai mis un carton jaune. Toujours avec le sourire. Et lui, d'ailleurs, l'a accepté avec le sourire. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, il sait que s'il enlève son maillot, il a un carton jaune.
mais ça lui va bien. C'était une décision qui pouvait peut-être casser la fête, et pour autant, ça a contribué à la fête. Il est 22h55. Je suis un peu fatigué, j'ai beaucoup couru. Nous rentrons au vestiaire, on ouvre la porte, et on commence à boire notre boisson de récupération. Ça sent la transpiration. On est content parce que le travail a été bien fait. Notre raison d'être nous a permis d'avancer alors même que le bateau pouvait tanguer. On a gardé le cap. On a gardé ce cadre qu'on a donné aux joueurs. La décision de la 95e minute, où plus personne n'attendait que je siffle pénalty pour cette main, d'ailleurs que personne n'avait vue, est bonne et juste. On est content de l'avoir vue et de l'avoir sifflée, même si ça ne changeait rien au cours du match. Et enfin, on était content de voir que tous nos process et tout notre travail avaient payé, parce que ce soir, l'équipe qui avait gagné, c'était l'équipe des arbitres. Maintenant, le match est terminé. Alors à moi de passer spectateur. Et à moi de voir comment vous allez arbitrer votre match. Avec quelle griffe et comment vous allez emmener vos équipes. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions-réponses.